Bon, bah, comme toujours, je suis très content de venir ici. Il y a toujours des bons échanges et j'arrive à avoir un retour sur ce que j'essaie de développer qui m'enrichit dans ma réflexion. Donc c'est toujours la troisième fois, j'espère que c'est pas la dernière, si je me plante pas cette fois-ci. Alors, oui, donc là, ce que j'ai voulu faire, quelque part, c'est un peu la synthèse de tout ce que... Non, synthèse, c'est un peu un grand mot, mais tout ce que j'ai essayé de faire depuis que j'ai commencé ma thèse jusqu'à sa fin et ce que je poursuis actuellement. Donc, voilà, essayer d'expliquer un petit peu quelle est ma perspective sur l'histoire épistémologique sur le traitement de données massives en médecine et expliquer un petit peu ma position plus générale, philosophique à ce propos-là. Et vous allez voir que je suis parti d'une certaine approche que j'ai vite déviée pour considérer une perspective plutôt foucaldienne sur ce développement-là. Alors, pour expliquer très rapidement, quand j'avais commencé ma thèse, j'avais plutôt comme perspective d'étudier la médecine personnalisée donc, et le paradoxe, on va dire, méréologique, c'est-à-dire entre le tout et les parties, pour essayer de voir que paradoxalement, le tout moléculaire ne peut pas être considéré comme la somme des parties d'un individu, sa totalité dépassant cette somme moléculaire. Et j'étais parti là-dessus et bon, j'ai travaillé un moment en essayant de comprendre un peu les fonctionnements des systèmes de data mining. Donc là, vraiment une approche, on va dire, très contemporaine et épistémologique, assez classique des big data. Et au fond, ce qui est arrivé, c'est la chose suivante, c'est que je n'ai pas réussi à mener à bout ce projet-là pour plusieurs limites épistémologiques. Une qui m'a paru fondamentale, c'était tout bonnement que ce que j'essayais de circonscrire dans mon propos m'échappait constamment. J'essayais de circonscrire une technologie qui était en progrès, en processus de constitution et qui était encore non advenue, non concrétisée, au sens où Simondon utilise le terme. Donc c'était très difficile pour moi de circonscrire mon propos et de conceptualiser très clairement ce que je voulais établir d'un point de vue épistémologique. Et d'autant plus que la somme mirobolante d'articles scientifiques publiés inlassablement m'a découragé quelque part d'essayer de pouvoir bloquer mon propos sur quelque chose qui en fin de compte était en devenir et échapperait constamment à ce que j'allais écrire. J'avais peur qu'une fois que j'allais mettre un point à la fin de la phrase, celle-là devenait tout de suite obsolète. Et donc, j'ai vraiment changé de perspective. Alors, à ce moment-là, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que, au fond, je m'autorise à faire de la prospective, à imaginer ce que sera le devenir de ces technologies dans les dispositifs hospitaliers, dans les dispositifs de recherche, etc. Étant pas très bon auteur de science-fiction, je me suis refusé à faire ça et je me suis dit plutôt par prudence de me tourner plutôt vers l'histoire, essayer de comprendre comment avait émergé ce problème philosophique, cette question épistémologique, et donc retracer non pas l'histoire linéaire, non pas chercher une origine perdue, quelque chose comme ça, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui a donné lieu à la formation de ces discours et ces questions qu'on se pose aujourd'hui, tout simplement. Donc, je commence par vous expliquer ma première source qui peut paraître étrange à première vue, parce qu'on cite souvent naissance de la clinique pour plein d'autres raisons, mais généralement pas pour parler des big data et du traitement de données massives. Et pourtant, c'est là que j'ai trouvé le noyau dur d'une réflexion sur ce que je développais comme étant une épistémé computationnelle. Alors, si on regarde d'un point de vue historique tous les traitements, les apparitions des mathématiques en médecine, il y en a beaucoup. Hein, les provenances sont multiples. Hein, en épidémiologie, on peut remonter au XVIIe siècle, aux travaux de William Petty, John Grant sur l'arithmétique politique, puis avec les problèmes de statistiques sur inoculation, etc. au XVIIIe siècle, Bernoulli, d'Alembert. Vous avez ça, vous avez des travaux d'un historien qui sont très bons aussi là-dessus, qui s'appelle Ulrich Troller, qui avait travaillé sur l'école d'Édimbourg, sur l'application des statistiques au XVIIIe siècle, et notamment sur les essais cliniques de James Lind sur le navire, j'ai oublié le nom, enfin bref, de la médecine maritime.
c'est une perspective qui est purement historique, dans le sens où là, vous avez vraiment des auteurs qui essaient de chercher une origine à un développement mathématique de la médecine, mais qui ne considèrent pas le concept de traitement de données, ou le concept, on va dire, moi, c'est celui de probabilité en tant que tel. C'est-à-dire que là, on retrouve bien sûr plein d'aspects chez Petty, Grant et tous ces auteurs et toutes ces perspectives historiques-là, mais si vous voulez, le traitement numérique des données médicales n'est pas problématique dans ces dispositifs, dans ces discours-là. Ce n'est pas un problème philosophique, c'est quelque chose qui est utilisé, mais qui ne rentre pas en compte dans une discursivité. Il n'y a pas une multiplication des discours, des oppositions, des écarts, des distances qui s'établissent entre plusieurs scientifiques et plusieurs chercheurs. Il y a une utilisation d'un outil qui est davantage d'ailleurs épidémiologique plutôt que proprement clinique et médicale. Et c'est vraiment avec Naissance de la clinique où j'ai trouvé une petite brèche dans les discours, où là il y a une formation d'un concept, le concept de probabilité, le calcul de probabilité, des degrés de certitude, etc., qui se forment en espèce de contrepoint à la clinique. Et à partir du moment où si vous voulez, Bichat, Laennec produisent un premier style de pensée clinique, anatomopathologique, bien sûr en mêlant le dispositif hospitalo-universitaire à l'objectivation des pathologies, et en mêlant la dissection à l'auscultation. Donc, ce tournant-là, dans le discours, si vous voulez, va faire apparaître l'idée que la maladie a à voir aussi avec le hasard, avant tout, et surtout avec les probabilités et les degrés de certitude qu'on peut atteindre par rapport à celle-ci. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des certitudes nosographiques, quelque part, c'est le jardin des espèces linéennes, des catégorisations, donc là, une certitude absolue, essentialiste. Et là, on passe sur quelque chose qui est plus d'ordre probabilitaire, basé sur une forme d'incertitude qu'on essaye, à partir de preuves, de résoudre. Sauf que, bien sûr, vous savez bien que la clinique de Bichat et Laennec n'utilise pas les statistiques et les probabilités, et que le texte de Foucault en fait très peu mention, mais néanmoins, il y a un élément de lien, justement, entre les deux que je voudrais vous expliciter. Donc, j'ai trouvé cette formule chez Foucault qui me semble amener à une extension de son œuvre quelque part, parce que c'est pas une question qui s'est posée. Lui, la question de la numérisation de la médecine, c'était pas son problème. Mais on trouve quelques mentions, des petites notes qui ouvrent une perspective pour ce que j'essaie de développer avec l'épistémé computationnelle. Donc, je vous lis très rapidement sa formule, où il parle justement de l'importance du concept de probabilité dans la médecine clinique. Alors, il dit « La médecine découvre que l'incertitude peut être traitée analytiquement comme la somme d'un certain nombre de degrés de certitude, isolables et susceptibles d'un calcul rigoureux. La probabilité est sans cesse invoquée comme forme d'explication ou de justification, mais le degré de cohérence qu'elle atteint est faible. La raison n'est pas dans la théorie mathématique, mais dans les conditions qui pouvaient la rendre applicable. » Alors là, c'est une nouvelle porte qui s'est ouverte pour moi, c'est-à-dire que là, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les outils mathématiques qui auraient permis le traitement des données cliniques étaient déjà présents. Vous aviez déjà la loi des grands nombres de Jacques Bernoulli qui était développée. Laplace avait proposé, vous savez, le théorème qui revoit ensuite Bayes et qui permet d'approfondir le calcul des chances. Vous aviez là des outils mathématiques fondamentaux pour le traitement de données qu'on utilise aujourd'hui, et pourtant, c'est pas que les cliniciens de l'époque ne les connaissaient pas, justement au contraire, c'est ça que j'ai découvert, c'est qu'ils connaissaient très bien ces outils-là, mais c'est qu'il y a eu un rejet du cadre épistémologique de l'époque, c'est-à-dire que c'est dans les conditions de possibilité du discours numériste que s'est établie, en fin de compte, cette émergence compliquée de ce que justement j'appelle l'épistémé computationnelle. Donc, je reprends très simplement la perspective foucaldienne, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre comment ce traitement de données numériques
émergent à cette époque-là a pu être marginalisé, mis de côté, ou comment il a entretenu des liens avec le discours clinique, et qu'est-ce qui a fait que, d'une certaine manière, on a quelque part un peu oublié ou mis de côté cet aspect de l'histoire, qui n'est pas forcément très valorisé dans la perspective de l'histoire des sciences françaises. On se rappelle davantage de Bichat et de Laennec que de Pierre-Louis, davantage valorisé en tout cas, par justement le dire vrai du XIXe siècle. Et ce qui, moi, m'a permis aussi d'aller de l'avant, et pour justement retrouver ce que je cherchais au début, c'est-à-dire le présent, c'est de faire le diagnostic du présent à partir du passé, de comprendre par effet de contraste des époques pourquoi il y a eu un rejet au XIXe siècle et qu'est-ce qui a fait que le cadre épistémologique actuel qui est le nôtre embrasse le développement numérique, le traitement numérique des données médicales. Qu'est-ce qui fait que, en fin de compte, les calculs de probabilité, la mathématisation, la numérisation de la médecine a pu avoir lieu, tout simplement. Et ça, j'essaie de le saisir justement par une perspective qui n'est pas téléologique, c'est-à-dire, je sais pas, d'éviter de considérer des finalités dans l'histoire et comme Foucault le faisait, c'est-à-dire d'essayer de ne pas chercher une origine et un développement de cette origine vers l'avènement d'un événement, en lui octroyant une sorte de causalité linéaire. J'essaie plutôt de comprendre comment, en fin de compte, les discours se sont, dans toute leur hétérogénéité, leur complexité, introduits et ont été discutés. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans l'histoire de la médecine, on s'est posé la question de la numérisation de la médecine au XIXe siècle, tout simplement. C'est pourquoi c'est devenu un problème à ce moment-là, alors qu'avant, ce n'est pas un problème. C'est pas, comme je disais, avec l'école d'Édimbourg, etc., c'est pas tellement... ça fait pas l'objet d'un problème philosophique. Les académiciens de la médecine ne sont pas en débat là-dessus, alors que là, il y a un vrai conflit qui apparaît au XIXe siècle, une vraie opposition entre ceux qui vont défendre la numérisation de la médecine et d'autres qui vont s'y refuser. Et justement, ça me faisait écho à ce qui peut avoir lieu comme débat aujourd'hui, et c'est pour ça que je considère la notion d'épistémée au sens foucaldien, c'est qu'il n'y a pas de linéarité dans le temps, il y a des discours qui apparaissent, qui émergent, et qui donnent forme à une objectivité, à un objet de savoir, là, qui est celui du numérique en médecine. Donc, je reprends cette formule très succincte, mais qui me semble assez claire de l'épistémée. Alors Foucault dit « Ce n'est pas la somme des connaissances ou le style général de ses recherches ». Donc c'est pas, si vous voulez, il y a une formule de Foucault aussi d'ailleurs dans un texte, j'ai oublié où est-ce qu'il se trouve, où il dit tout simplement que si la clinique c'était un style de pensée, ça serait né et mort avec Bichat et Laennec, il n'y en aurait pas eu par la suite. C'est-à-dire que c'est pas juste un style de pensée, c'est pas quelque chose qui s'inscrirait aussi dans un processus linéaire d'une histoire. Si vous voulez, les discours vont se différenciant dans le temps, et avec eux, les problèmes perdurent ou se transforment et prennent, par de multiples métamorphoses, constituent des objets de savoir. Donc c'est dans les écarts, les distances, les oppositions, les différences, les relations de ces multiples discours scientifiques que se forme l'épistémée, qui n'est pas une sorte de grande théorie sous-jacente, mais qui est un espace de dispersion, un champ ouvert. Voilà, c'est pour ça que c'est ouvert sur l'avenir, que ça va se différencier dans le temps, et que ça nous permet, quelque part, je suis un mauvais historien, quelque part, mais c'est juste l'idée que le passé, par cette ouverture sur le présent, nous permet de le questionner. Et c'est cet intérêt-là que je trouve à cette épistémologie historique, dans le sens... les historiens de la médecine, bien sûr, trouveraient étrange d'avoir ce genre d'attitude théorique, mais néanmoins, ça nous apporte des outils de réflexion, je pense, pour le présent, et c'est ça qui m'intéresse davantage que la perspective purement historienne du développement, on va dire, des statistiques en médecine. Donc, voilà, j'ai rapidement résumé un petit peu ce que je considère comme constitutif de l'épistémie computationnelle, c'est-à-dire que, à mon sens, peut-être paradoxal, je prends le mot computation au sens propre, enfin, on va dire antique, hein, computatio, pas au sens des computationnalistes contemporains, pour pas qu'il y ait l'ambiguïté. Mais ce que je veux montrer à travers ça, c'est justement la complexité de ce discours-là, de cet entremêlement de discours, qui s'est établi justement dans le rapport entre la clinique et la statistique,
car il me semble que justement c'est de cette rencontre-là qu'a émergé le problème. C'est pas ailleurs, c'est dans la rencontre clinique et statistique médicale qu'a émergé le problème. Avant ça, il n'y a pas vraiment de problème philosophique. Vous avez plein de discours, plein de choses intéressantes en statistique médicale qui précèdent le 19e siècle. Néanmoins, ce n'était pas un problème philosophique en tant que tel. C'est là que ça devient, c'est questionné. Je vais vous en parler, je vais vous montrer pourquoi, à mon sens, ça a donné lieu à un conflit et à justement une opposition entre cliniciens et numéristes qui est étrange parce que justement les partisans de la statistique médicale étaient eux-mêmes cliniciens. Donc, déjà, ce point de conflit entre cliniciens et statisticiens qui constitue cette épistémée, et en même temps une sorte de mouvement historique étrange qui fait que par des effets d'opposition, etc., le modèle qui était promu par la statistique médicale a été retardé, détourné par des obstacles épistémologiques et interrompu par justement le cadre épistémologique du 19e siècle, la manière de dire vrai à l'époque. Et vous avez, et ça c'est ce qui m'a mis un petit peu aussi la puce à l'oreille, cette citation que je tire de Michel Foucault, ça c'était François Delaporte qui est décédé malheureusement, qui m'avait donné cette indication-là, c'est une phrase tirée des cahiers de Michel Foucault, de ses archives. La médecine clinique est une méthode statistique occultée. Voilà ce que disait cette note de Foucault, très énigmatique, et justement je me suis demandé pourquoi il dit ça. Alors que bon, et justement dans Naissance de la clinique, on trouve quelques occurrences intéressantes à ce propos-là, et c'est dans cette voie-là que j'ai du coup prolongé mes recherches. Donc si vous voulez, qu'est-ce que j'ai découvert à travers ça? Tout simplement que le 19e siècle, ça devient quelque part le théâtre, c'est un théâtre un peu oublié, mais d'opposition ou de conflits qui était assez virulent. Hein, vous avez plusieurs échanges à l'Académie nationale de médecine assez houleux sur la question des statistiques qui apparaît et qui se forme à ce moment-là. Ça a commencé surtout dans les années 1820, pour rappeler très simplement chronologiquement ce qui s'est passé. C'est dans les années 1820, vous avez la figure de François Broussais qui est éminente à l'époque et qui a cette perspective thérapeutique tirée de sa philosophie physiologiste de dire qu'il faut à chaque fois, pour toute forme d'inflammation, utiliser des saignées. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que des médecins ont utilisé les statistiques du Val-de-Grâce, de son service, pour discréditer sa théorie. Ils ont montré que dans son service mouraient beaucoup plus de gens que dans les autres de ses collègues. Et du coup, ça remettait en question quelque part l'efficience de sa méthode. Et à partir de là, vous avez dans la presse, hein, c'est quelque chose qui, justement, c'est ça l'intérêt des épistémées, c'est que c'est un impact culturel aussi, c'est pas juste dans le domaine scientifique. Dans la presse, on caricature Broussais, on a pas mal de discussions, pas mal d'oppositions qui se mettent en place. Alors vous avez à l'Académie beaucoup d'opposants qui essayent de mettre à mal la théorie de Broussais. Bon, ces derniers répondant avec ferveur et avec ses adeptes arrivent à convaincre quand même l'opinion du bien fondé des saignées. Et elle reste en application dans les hôpitaux. Ce qui se passe, c'est que à partir de ces oppositions-là, vous avez ce que Foucault avait appelé la crise des fièvres, justement à l'époque où on a du mal à catégoriser les fièvres. Et d'ailleurs, le signe premier de la température est complètement mis de côté pour être favorisé par d'autres aspects symptomatologiques, ce qui nous paraît très étrange. Et vous avez du coup des figures qui émergent dans ce débat. Et il y en a une surtout qui m'a marqué, c'est celle de Pierre-Charles Alexandre Louis, qui, pour le coup, n'avait pas pris parti directement dans les années 20 à l'opposition à Broussais. C'est un peu plus tardivement, c'est vers 1827 qu'il commence à travailler là-dessus et qu'il va s'opposer à Broussais par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui va conceptualiser et va même créer une école, en fait, qu'on va appeler les numéristes, qui va justement avoir pour principe philosophique de fonder la clinique sur le traitement des données. C'est-à-dire à partir des rapports d'autopsie, on va mettre en place des analogies numériques entre les lésions,
À partir des descriptions d'auscultation, on va faire des liens symptomatologiques. On va avoir une nouvelle perspective philosophique en fait, en médecine qui va vouloir considérer que la formation théorique du pathologique dans un aspect nosologique doit être fondée par les nombres et que la pratique doit être guidée par les résultats numériques. Donc là, c'est vraiment le double champ entre fonder les preuves qui vont établir la connaissance du pathologique et l'application, évaluer par des résultats statistiques la mise en pratique des thérapeutiques. Donc vous voyez là, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'assez étrange à ce moment-là. On a une figure qui émerge et qui va créer une école. Alors bien sûr, Pierre-Louis est souvent aujourd'hui mobilisé en histoire de la médecine comme étant le père, un des pères de l'evidence-based medicine, lointaine, mais je trouve que c'est très, bon, pour le coup, anachronique, ça marche bien avec ce que j'ose dire. Parce que bon, il y a pas mal de détours, les essais cliniques randomisés, etc. Chez Pierre-Louis, effectivement, on peut en trouver, etc. Mais bon, il y a pas mal d'écarts, de transformations de distance qui sont à considérer. Il n'y a pas de linéarité entre Pierre-Louis et l'évidence-based medicine ou les essais cliniques randomisés. C'est beaucoup plus compliqué que ça, à mon sens. Ce qui est intéressant, je pense que c'est plutôt une figure oubliée dans le sens où lui, il avait une philosophie très intéressante d'opposition vis-à-vis de toutes les philosophies médicales qui faisaient office de système à l'époque, le physiologisme de Broussais ou le sensualisme des cliniciens qui se basait sur la philosophie de Condorcet. Donc là, vous avez chez Corvisart, par exemple, l'éducation médicale des sens, et aussi, par exemple, chez Cabanis, les degrés de certitude. Selon lui, selon Cabanis, les degrés de certitude sont basés sur l'expérience subjective du clinicien. Pierre-Louis, lui, pour le coup, s'opposait à ça en montrant que ce serait mieux d'avoir des résultats calculés plutôt qu'un calcul sans nombre pour établir les certitudes sur lesquelles on doit fonder la pratique théorique de la médecine. Donc, ce qui est intéressant aussi, vous avez un texte de Jacques Picmal sur Pierre-Louis qui met en évidence que cette figure a été complètement, pendant longtemps, en tout cas en France, mise de côté, occultée, un peu effacée, par le fait qu'effectivement, c'est pas lui qui a remporté le débat, c'est pas les numéristes qui ont convaincu on va dire l'Académie de médecine, et davantage les sensualistes, et par la suite, bien sûr, la médecine expérimentale qui a complètement effacé le souvenir de cette période. Mais ce que je cherche actuellement et qui me paraît fascinant, c'est que Pierre-Louis avait développé un premier réseau international d'échange de données cliniques avec les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse et même le Mexique. Il avait des élèves répartis dans le monde et il s'échangeait des données sur leurs patients, etc. Donc vous avez un premier réseau d'échange de données numérisées à partir d'approches cliniques qui apparaît là, à ce moment-là, ce qui est assez exceptionnel, avec son école là, alors c'est pas lui qui l'a créé, la Société médicale d'observation, c'est des élèves, mais il en a eu la présidence, et donc c'est formé tout un réseau autour de Pierre-Louis qui défend cette philosophie-là, et je vous dis, c'est un réseau assez important. Par exemple, vous avez Henry Bowditch, des gens comme ça qui sont des Américains, qui étaient des médecins de Harvard, qui sont venus étudier avec Pierre-Louis, qui ont apporté la méthode statistique aux États-Unis et qui ont eu un impact fondamental dans l'étude, dans le développement de la médecine moderne outre-Atlantique. Donc voilà ce qui m'a paru comme étant une forme d'émergence, c'est cette école, c'est cet ensemble d'individus qui vont discuter ensemble, qui vont échanger, qui vont former une nouvelle discursivité dans l'approche numérique des pathologies. Donc vous avez là chez Pierre-Louis plusieurs considérations qui me semblent assez contemporaines. Donc, par exemple, il dit très clairement que c'est par les calculs de probabilité qu'on peut établir les certitudes concernant les observations. Donc, vraiment pour améliorer l'observation qu'il faut utiliser les calculs statistiques.
Et vous avez là un emploi constant de la loi des grands nombres de Bernoulli, enfin, en tout cas sur un plan philosophique, l'idée étant que plus on aura de données, meilleurs seront les résultats. Donc ça, cette perspective d'accumulation de données cliniques est déjà présente là dans cette école, un système médical d'observation, et je vous dis, le réseau international avait cet objectif-là, c'était justement de recueillir des données éparses dans le monde sur plusieurs types de pathologies, par exemple les fièvres typhoïdes ou l'aphthysie pulmonaire ont fait l'objet de pas mal d'échanges entre ces médecins. Donc, cette figure assez iconoclaste justement de l'époque a retenu mon attention et m'a permis de comprendre un petit peu comment s'est noué cette épistémée et ce conflit. Alors, pour vous montrer à quel point il était virulent et assez agressif à l'égard de ses confrères, vous avez cette citation qui est, si on remet dans le contexte de l'époque, assez violente, je vous la lis. Il dit: en définitive, c'est par les résultats qu'il faut apprécier la valeur des méthodes. On s'occupe depuis des siècles de l'étude de la thérapeutique sans avoir mis en usage la méthode numérique, et la thérapeutique est dans l'enfance. Il y a donc autre chose à faire que ce qu'on a fait jusqu'ici, et comme les hommes habiles n'ont jamais manqué à la science, c'est à la méthode, ou plutôt au manque de méthode, qu'il faut s'en prendre de l'état actuel de la thérapeutique. Mais il y a eu ici tant de fluctuations en médecine, l'observation a été généralement si imparfaite, ce qu'on appelle ces résultats si variables, si souvent démentis par les faits, on est si peu accoutumé à voir l'expérience vérifier ce qui est dans les livres, qu'on dira peut-être encore que cette science que je fais si sûre et si ferme avec des chiffres, cette science abandonnera le médecin au lit du malade. Alors, pour expliquer un petit peu cette citation, là vous avez une opposition à toute la tradition hippocratique, de l'expérience des siècles, qui est très courante, couramment valorisée par les écoles de l'époque. C'est l'expérience des siècles qui permet de former la connaissance du pathologique. Et vous avez cette seconde opposition, en fin de compte, à Corvisart, qui avait cette phrase d'abandonner toujours la théorie au lit du malade pour favoriser l'observation singulière du patient dans l'approche clinique. Donc là, vous avez vraiment un geste iconoclaste développé par Louis, qui, d'une certaine manière, bafoue l'allégeance à l'hippocratisme et à la perspective de l'éducation médicale des sens. Donc, voilà pourquoi, quelque part, il est rentré en conflit avec le dire vrai, et pourquoi, dès son émergence, la méthode numérique est en opposition dans les termes et dans les discours qui sont ceux de l'époque. Si vous voulez, Louis voulait complètement réformer la nosologie et la pratique thérapeutique, ce qui n'a pas plu à bon nombre de théoriciens de l'époque. Donc, vous avez là une riposte virulente qui se met en place contre Louis. En 1837, d'ailleurs, à l'Académie, c'était national, royal, ouais, peut-être national, je ne sais plus, avec les monarchies qui reviennent. Vous avez eu un débat en 1837 qui justement illustre bien cette opposition dans les termes. Là, c'est clairement Louis et son école qui sont pris pour cible, tous ses travaux sont questionnés, et vous avez d'un côté des numéristes qui vont défendre justement leur perspective contre les sensualistes, mais aussi les physiologistes du camp de Brousseau. Que j'ai pas énuméré, parce que le conflit est plus clair, je pense, avec ces deux oppositions-là. Donc, le vrai problème à ce moment-là, philosophiquement, c'est le problème de l'induction. C'est comment, à partir de l'observation, en fin de compte, parce que Louis, au fond, se base lui-même sur l'observation clinique, sur l'approche du patient, et comment on arrive à partir de là à inférer des catégorisations générales, ou en tout cas des certitudes, des vérités, pour l'action médicale. Donc là, vous avez vraiment... le débat se développe autour de ça, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont défendre une induction basée sur l'approche sensible, sur l'approche, on va dire, subjective du pathologique, et d'autres qui vont défendre davantage, pas complètement une opposition directe à l'approche subjective, parce que c'est là que émergent les données, si vous voulez, mais ils considèrent que derrière ça, il faut établir des corrélations qui soient d'ordre probabilitaire et statistique pour y voir plus clair, avoir une perspective plus générale
sur le pathologique. Donc là, vous avez d'un côté les sensualistes de l'école Condillac, et puis de l'autre côté les numéristes de l'école de Pierre-Louis, qui s'affrontent justement sur les méthodes à adopter et à développer dans l'auscultation et le développement des nécroscopies, parce que c'est là où on tire beaucoup de données sur l'approche des lésions, etc. Et ce qu'ils essaient de faire, les numéristes, c'est établir des analogies et des comparaisons entre par exemple au niveau histologique, entre les différents tissus, les différentes lésions, selon telle pathologie. Donc voilà un petit peu là, comment se coagule l'opposition. D'ailleurs, le débat est très étrangement contemporain quand on le lit. Vous avez des discussions qui, moi, m'ont interloqué, dans le sens où, par exemple, vous en avez qui commencent à se poser la question, ils disent, mais est-ce qu'on peut remplacer le clinicien par une machine arithmétique? Donc, est-ce qu'au fond, on peut avoir... on a déjà quelque part la question de l'intelligence artificielle qui est là, présente, et c'est quand même développé, c'est-à-dire qu'ils reprennent les théories sur les machines arithmétiques, ils se posent des questions, ils se demandent, ah tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça? Il y en a qui disent que oui, d'autres que non. Enfin, en général, ils sont plutôt d'accord quand même pour dire qu'il y a quelque chose qui échappe à la machine arithmétique. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'étrangement contemporain là-dessus. Vous avez cette opposition aussi sur la loi des grands nombres, qui moi m'a complètement interloqué. Vous avez là, pour le coup, d'un côté, des individus qui vont défendre l'idée que c'est pas parce qu'on va accumuler des myriades de données qu'on va réussir à saisir la singularité du patient. Donc là, c'est contre la médecine personnalisée, est déjà problématisée quelque part dans ces débats-là. Donc c'est assez intéressant. Puis plus généralement, vous avez au niveau épistémologique des questionnements sur la probabilité. On se demande si à partir du probable on peut connaître quelque chose de certain, est-ce qu'on peut connaître quelque chose qui soit autre chose que du probable? Est-ce que des moyens statistiques, on arrive à saisir la singularité du patient? Est-ce qu'on peut obtenir une certitude absolue pour guider l'acte thérapeutique? Enfin, là, vous avez toutes ces questions-là qui émergent à ce moment-là et qui forment la discursivité que je questionne. Et je voulais vous lire du coup un passage qui me semble assez emblématique dans l'opposition au numérisme, qui est énoncé par François-Joseph Double. Alors, dans des observations sur l'application du calcul à la thérapeutique, ça faisait partie, enfin ça il l'a repris dans un article, mais c'est ce qu'il avait énoncé durant le débat à l'Académie. Après il l'a repris, il l'a reformalisé dans un article. Et justement là, il s'oppose directement à la loi des grands nombres. Il met en évidence qu'on ne peut pas fonder la médecine sur la loi des grands nombres, car on perdrait justement cette approche de la singularité du patient. Donc là, vous avez la problématisation quelque part de la médecine personnalisée, si vous voulez. Alors, voilà ce qu'il dit. Ce que l'on appelle en géométrie la loi universelle des grands nombres domine tout le calcul de probabilité. Une des conditions de cette loi des grands nombres, c'est que les causes des événements qu'on calcule, les unes constantes, les autres variables, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, n'est cependant point une variation progressive dans aucun sens. L'un des résultats de cette loi des grands nombres, c'est de faire disparaître dans le quotient toutes les différences, toutes les irrégularités, lesquelles se balancent les unes les autres, de manière à sauver, comme on le dit, par la quantité. Or, rien de tout cela n'est applicable à la médecine. Heureusement, nous ne sommes pas réduits à théoriser ainsi. Ni nos succès ni nos revers ne se balancent point dans des grands nombres. Nous ne pouvons point sauver sur une quantité. Et chacun de nos problèmes n'embrasse qu'un seul individu. Ajoutons que les maladies ont pour caractère dominant cette variation progressive à l'infini des événements et de leurs causes. Donc là, il y a vraiment une discussion sur la variabilité du pathologique et puis surtout sur la singularité du patient qui s'agrège dans les discours et qui conforte quelque part les sensualistes et les physiologistes du bien fondé de leur approche clinique par rapport à celle des numéristes. Et cette idée que, en fin de compte, de tout mettre dans le quotient, on effacerait les singularités, tout ça, est très clairement énoncé ici, je trouve. Et là, vous avez du coup une opposition directe à l'application de la loi des grands nombres de Bernoulli dans la médecine. Donc, pour Double, c'est vraiment une aporie d'établir vraiment la loi des grands nombres en médecine. Ça ne correspond pas, tout simplement, parce que, alors il y a d'autres formulations, par exemple, ils disent si on utilise que des moyennes, etc., on va soigner moyennement, quoi. Et nous, on veut soigner absolument l'individu. On ne veut pas soigner moyennement.
Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait écho avec, quelque part avec des choses présentes, et qui était déjà là, agrégé dans des discours formulés dans cette épistémée computationnelle. Donc, vous avez aussi d'autres oppositions, hein, c'est-à-dire qu'on se refuse assez clairement à développer dans l'anatomopathologie la loi des grands nombres, sur cette figure de l'individualité du patient qu'il ne faudrait pas léser. Et vous avez des opposants, un autre opposant qui est assez singulier, qui est un élève de Broussais pour le coup, qui s'appelle Risueño d'Amador, qui justement a écrit un livre contre Pierre-Louis, qui dit ceci, pour les partisans de la méthode numérique, la maladie est tout, le malade n'est rien. Le traitement qui compte le plus grand nombre de guérisons est toujours le plus convenable. Voilà la perspective critique. Effectivement, encore une fois, on voit bien que l'idée étant qu'on va effacer dans le quotient la singularité du patient, etc. Et du coup, on va perdre vraiment ce qui fait l'essence de la médecine, de guérir des individus et non pas des nombres. Et ça, c'est quelque chose qui est clairement défendu par les cliniciens, on va dire, sensualistes et les physiologistes de l'école de Broussais. Donc, ce qui, moi, m'a interloqué quelque part, c'est au fond, en commençant à travailler en ayant découvert Pierre-Louis, je pensais que ils avaient gagné le débat, quelque part, ils auraient pu gagner le débat vu ce qui s'est développé aujourd'hui et la positivité, on va dire, des sciences médicales. En fait, pas du tout. Ils ont été complètement mis de côté et culturellement, il y a toute une opposition qui s'est développée dans la littérature et puis dans la culture scientifique de l'époque. Donc là, je vais vous montrer très rapidement qu'est-ce qui s'est passé. En fait, on trouve des éléments d'opposition contre la perspective de Louis dans la littérature et puis aussi chez les positivistes qui sont opposés à ça. Mais avant d'en finir justement avec cette opposition, je voulais reprendre une deuxième figure qui a, à mon sens, encore été plus éludée de l'histoire, qui est celle de Jules Gavaret, qui pourtant était un grand nom de l'époque, qui proposait, lui, pour le coup, par-delà le débat qu'il y avait eu en 1837, il avait sans doute assisté, et il s'était rendu compte que les types qui discutaient n'étaient pas des bons mathématiciens, lui était polytechnicien, donc il comprenait un petit peu mieux comment on pouvait appliquer les probabilités, etc., de manière claire dans le dispositif médical. Il était médecin aussi. Et il s'est dit qu'au fond, ce que pouvait établir le calcul de probabilité, la philosophie, parce qu'il était très proche des travaux de Laplace et de Siméon Denis de Poisson, il était en correspondance avec eux, me semble-t-il, et il a du coup développé des outils mathématiques appliqués à la médecine. Ce qui est intéressant dans ces travaux, c'est qu'il aimerait fonder l'expérience et l'expérimentation médicale à partir d'une approche probabilitaire. Donc si vous voulez, avant même la médecine expérimentale de Claude Bernard, on a une figure qui essaie de mettre en place une perspective expérimentale sur la base des calculs de probabilité et qui du coup a été complètement effacée par les découvertes et la perspective théorique de Claude Bernard. Je ne suis pas sûr que ces travaux soient très discutés aujourd'hui, d'ailleurs, ceux de Gavaret, je veux dire. Alors, il avait cette perspective assez simple, hein, c'est de constituer un domaine expérimental dans lequel on pouvait évaluer de manière très claire les observations à partir des probabilités. Et pour cela, il était confronté à trois difficultés là, que je mentionne ici. Hein. Alors, déjà, il était en évidence qu'il fallait déterminer ce qu'on doit entendre par fait semblable, donc pour établir des analogies, hein, ou comparables, propres à entrer dans la rédaction d'une statistique. Hein. Donc là, il fallait établir des modélisations, tout simplement. Deux, prouver que toute conclusion déduite d'un petit nombre de faits ne mérite en thérapeutique aucune confiance, que toute statistique, pour fournir des indications admissibles, doit contenir plusieurs centaines d'observations. Donc là, il faut des grands nombres aussi pour pouvoir établir des observations correctes. Faire voir comment les lois déduites a posteriori ne sont jamais vraies que dans certaines limites d'oscillation et donner le moyen de déterminer ces limites dans chaque travail particulier. Donc là, il voulait adapter la loi des erreurs à l'approche, la loi des erreurs de Poisson sur l'approche clinique et des résultats statistiques. Donc, au fond, il a proposé, si vous voulez, trois principes très simples. Hein, donc, définir des modèles, des modélisations pour établir des analogies, donc des modèles de ressemblance, qui permettent justement, à partir de données hétérogènes, d'établir des corrélations.
montrer justement qu'il faut établir les certitudes sur un grand nombre de données et calculer les limites d'oscillation, etc. Donc là, on a une perspective assez réjouissante, je trouve, théoriquement, mais qui a été quelque part complètement oubliée. D'ailleurs, même à cette époque-là, on a très peu discuté des travaux de Gavaret, étant donné que la figure de Claude Bernard est apparue juste après et a fait sombrer dans l'oubli quelque part ce personnage. Donc, lui, voilà, cette citation que j'avais relevée, il dit « Ainsi, du moment où l'on veut creuser profondément cette grande question des rapports entre les effets et leurs causes, entre les faits observés et les faits qui doivent se présenter à l'avenir, on ne tarde pas à percevoir de l'insuffisance de la logique. C'est précisément pour aller au-delà de ces limites, pour acquérir des connaissances plus étendues sur ces rapports, que le calcul de probabilité peut devenir un instrument très précieux. » Il pensait justement, par l'application du calcul de probabilité, améliorer la connaissance médicale. J'ai encore combien de temps? 10 minutes. 10 minutes? Un quart d'heure, ça va. Très bien. Oui. Alors je passe assez rapidement du coup. Je vous disais, dans le rejet culturel du numérisme, on le retrouve dans la littérature. Par exemple, vous avez dans le roman de Eugène Sue, Les Mystères de Paris, un personnage qui en fait compte est l'avatar de Pierre-Louis, qui s'appelle le docteur Griffon, et qui est une espèce de scientifique froid qui n'a aucune considération pour ses patients, qui ne croit qu'en la science des nombres. Et vous avez par exemple dans le texte un passage qui est assez éloquent, en le sens où vous voyez déjà l'idée de d'essais cliniques randomisés dans la littérature populaire de l'époque, hein, puisque c'était dans les journaux qui étaient publiés Les Mystères de Paris. C'est un roman social qui était lu par beaucoup de monde. Donc vous avez par exemple cette citation qui je trouve assez intéressante, où il dit « Le docteur, donc le docteur Griffon, voulait-il s'assurer de l'effet comparatif d'une médication nouvelle assez hasardée, afin de pouvoir déduire des conséquences favorables à tel ou tel système. Il prenait un certain nombre de malades, traitait ceux-ci selon la nouvelle méthode, ceux-là par l'ancienne, dans quelques circonstances abandonnant les autres aux seules forces de la nature, après quoi il comptait les survivants. Ces terribles expériences étaient, à bien dire, un sacrifice humain fait sur l'autel de la science. » Là, vous avez les essais cliniques randomisés illustrés dans la littérature. Et d'ailleurs, certains personnages en font les frais. Donc là, vous voyez une espèce d'opposition culturelle qui se met en place contre la méthode numérique. Et je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une discursivité. Donc il y a beaucoup de discours, les gens en parlent. C'est pas juste quelque chose qui a été fait dans un coin par quelques scientifiques, comme James Lead ou les Écossais. Là, c'est vraiment devenu un problème populaire. C'est une question, une épistémée, dans le sens où Foucault l'entendait. Donc là, vous avez beaucoup de gens qui en parlent, et puis vous retrouvez chez les positivistes, du coup, ce même rejet de la part d'Auguste Comte et puis de Claude Bernard de cette école-là. Vous avez par exemple chez Auguste Comte, alors un passage que vous avez trouvé où il parle explicitement de la méthode numérique appliquée à la médecine. Il dit « Une telle méthode, s'il est permis de lui accorder ce nom, ne serait réellement autre chose que l'empirisme absolu déguisé par de frivoles apparences mathématiques. » Voilà. Pour lui, la statistique aussi n'était pas de la très bonne mathématique, c'est pas de la géométrie analytique. Il était déjà sceptique face aux statistiques, encore plus appliquées à la médecine. Et chez Claude Bernard, vous avez vraiment, là pour le coup, une opposition à la fois théorique et pratique vis-à-vis du développement des statistiques et des probabilités en médecine. Alors, au niveau théorique, il le dit, jamais la statistique, suivant moi, ne peut donner la vérité scientifique et ne peut constituer par conséquent une méthode scientifique définitive. Au niveau pratique, il dit « Le médecin n'a que faire de la loi des grands nombres, loi qui, suivant l'expression d'un grand mathématicien, est toujours vraie en général et fausse en particulier. » Justement, si on veut saisir la singularité, ça n'a pas d'intérêt. Donc vous avez vraiment là toute cette opposition qui se noue et qui se nourrit des discours de grands noms de la science, mais aussi d'auteurs de romans, etc. Donc on voit bien là un rejet assez systématique de la méthode numérique au XIXe siècle, rejet qui a plein de ramifications, hein, c'est-à-dire que au niveau plutôt philosophique, c'est effectivement, moi ce que je notais, c'était plutôt le fait que tout simplement il y avait une considération du déterminisme des lois de la nature qui empêchait de considérer que le calcul du hasard pouvait avoir une pertinence scientifique, chez les positivistes en tout cas, Claude Bernard y compris. Cette perspective-là n'a pu être dépassée quelque part qu'à la fin du XIXe siècle avec justement le développement de la thermodynamique
quand on a les notions d'entropie qui permettent de, ou même déjà chez Cournot vous avez ça, quand vous avez une conception du hasard comme étant une réalité physique et qu'à partir de ce moment-là, on apporte quelque part une validité épistémologique à ces calculs et qu'on les étend par-delà les jeux de hasard, etc. Donc c'était aussi à cause d'un cadre épistémologique plus vaste que ce rejet se faisait en médecine. Et puis, dans le cadre des discours médicaux, la place de la clinique et de la médecine expérimentale a fortement influencé dans ce rejet-là. Ce qui est intéressant, si vous regardez historiquement, c'est que ce qui s'est passé, c'est que la méthode numérique s'est déplacée. Je n'ai pas encore trouvé énormément de choses là-dessus, mais j'essaye de travailler là-dessus, dans le sens où c'est davantage aux États-Unis et en Angleterre qu'il y a eu une espèce de tradition qui s'est constituée et qui a perduré, et en France ça s'est un peu perdu. À la fin, après Gavaret et Pierre-Louis, le numérisme disparaît progressivement et se consolide aux États-Unis et en Angleterre surtout avec la figure de William Farr qui a une place très, très importante dans l'épidémiologie statistique, etc., et qui était élève de Pierre-Louis. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce déplacement aussi géographique. Hein. C'est-à-dire que les discours ont perduré, mais dans d'autres lieux. En France, on a perdu un petit peu, il y a eu un moment de rupture à ce niveau-là. Donc, pour finir rapidement, comme j'ai plus beaucoup de temps, je me... Ok. Alors après, justement, ce qui m'intéressait, c'était, comme je vous le disais au début, d'avoir appréhendé cette épistémée-là et de voir comment il s'est différencié et transformé dans le temps, et qu'est-ce qu'on peut faire comme diagnostic du présent à partir de ce passé-là. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, au XIXe siècle, il y a un rejet du numérisme, de la méthode numérique en médecine, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on la voit proéminente, pleine d'avenir et de promesses. Qu'est-ce qui s'est passé dans le discours, comment cela s'est transformé. Alors j'avais trouvé, j'ai plusieurs éléments de réponse, mais il y en a un qui me semble intéressant et qui, encore une fois, se trouve déjà dans la naissance de la clinique, chez Foucault. Alors il y a celui que je vous disais qui est plus historique, où je vous explique les transformations apportées par la thermodynamique et la réalité physique donnée au hasard, et puis contre l'association, la nouvelle alliance entre les sciences biologiques et les sciences physiques. Ça, c'est un aspect, on va dire, plus général du problème, plus proéminent, qui permet le changement du cadre, etc. Mais ça, je vous laisse sur votre fin là-dessus, parce que ça serait assez long à développer, étant donné qu'il y a pas mal d'acteurs en jeu. Mais bon, vous connaissez bien cette transformation des sciences biologiques au début du XXe siècle. Et un autre aspect, me semble-t-il, tient dans le discours, dans le discours même. Et ça, c'est plutôt ce qui fait l'aspect de l'épistémé. C'est-à-dire que dans le discours lui-même, il y avait déjà un lien entre le sémantique et le syntaxique qu'on va retrouver, par exemple, dans les développements de l'intelligence artificielle, et qui déjà était thématisé chez Foucault. Il semble être un concept très peu mobilisé, parce c'est mentionné qu'une seule fois, mais ça me paraît consistant. C'est le transfert des formes de l'intelligibilité. Alors il a cette citation, encore une fois, il faut peut-être développer un peu. Il dit le modèle grammatical, acclimaté dans l'analyse des signes, reste implicite et enveloppé sans formalisation au fond du mouvement conceptuel. Il s'agit du transfert des formes de l'intelligibilité. Le modèle mathématique est toujours implicite et invoqué. Il parle de la clinique. Il est présent comme principe de cohérence d'un processus conceptuel qui s'est accompli hors de lui. Il s'agit de l'apport du terme de formalisation, mais cette ambiguïté fondamentale n'est pas éprouvée comme telle. C'est assez mystérieux comme phrase sortie du contexte du livre. Alors si on replace dans l'essence de la clinique, c'est au moment où il parle, c'est un chapitre qui s'appelle des signes et des cas, où il parle de la sémiotique et du lien entre la symptomatologie et la sémiotique dans la médecine clinique. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement l'approche, on va dire, de la signification du pathologique, donc l'approche plutôt sémantique, est toujours, selon Foucault, mêlée à une approche
alors là davantage sémiotique, sur la syntaxique, sur un traitement d'informations de données. Donc il y a un lien déjà dans le discours clinique qui noue, si vous voulez, l'aspect computationnel à l'aspect sémantique, des significations, l'expérience, le vécu. Donc là, vous avez quelque chose qui se noue et qui entretient un lien avec la formalisation mathématique dans le discours clinique à l'époque. Donc on a déjà quelque part l'idée qu'il y a une forme de computation quelque part qui est interne à ce discours, qui est propre à la syntaxe clinique. Et justement, si on regarde aujourd'hui un peu la portée de cet agencement, effectivement, la computation, le développement de l'intelligence artificielle s'établit davantage sur l'aspect syntaxique, sur le traitement justement des données, indépendamment d'approches sémantiques, des significations, etc. Alors, vous savez bien que les machines, quand elles traitent des données, traitent des données sans qu'elles aient pour autant une signification pour la machine elle-même. Les 0 et les 1 de la computation ne sont pas éprouvés ou pensés en tant que nombre, mais en tant que signe à ordonner. Et justement, là, c'est un lien qui me semble entretenir une certaine continuité avec bien sûr les différences, hein, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment ça se transforme, avec les systèmes d'aide à la décision clinique qui sont apparus à partir des années 50, et justement c'est le lien que j'ai essayé de faire justement avec cette épistémée-là. C'est que vous avez vraiment quelque chose qui va tendre à imiter la discursivité des médecins, avec les systèmes experts. On va créer des modélisations, on va reprendre les modélisations, on va dire, syntaxiques de la clinique, et on va essayer de les implémenter dans une machine pour qu'elle puisse établir des résultats à partir du calcul et de la computation. Donc, qu'est-ce que j'avais ici? Oui, alors je peux vous donner, enfin, je peux vous donner connaître ça aussi, parce que j'ai eu plein de travaux là-dessus, notamment, comment elle s'appelle, j'ai oublié, enfin bon, peu importe. Mais vous avez justement une distinction assez classique sur ces systèmes experts là, qui apparaissent dans les années 50, hein, c'est à partir du moment où on a l'IA qui apparaît dans les années 50, après la conférence de Dartmouth, enfin, c'est pas une conférence, c'était l'école d'été de Dartmouth en 56. Vous avez là deux types d'IA qui se développent, hein, d'un côté plutôt symboliste, computationnaliste, et puis de l'autre, un côté plutôt réseau de neurones. Bon, c'est plutôt du côté symboliste, un traitement de symboles que va se nouer justement ces systèmes experts, se développer ces systèmes experts-là. Et vous avez vraiment là plusieurs types qui apparaissent, hein. Vous en avez des qui sont basés sur des calculs statistiques, d'autres sur des calculs bayésiens et d'autres sur des calculs de logique floue. Alors, bon, le plus connu d'entre eux, c'est sans doute Mycin, hein, qui a été développé dans les années 70, je crois que c'est 76 par Edward Shortlife, qui justement essaye d'imiter et de remplacer le clinicien dans l'approche à la syntaxique du pathologique. C'est-à-dire avec des informations transmises par le patient, la machine fait un calcul et donne un résultat sur la pathologie qu'éprouve le malade. Et ce qui est intéressant justement, c'est que dans ces modèles-là, au début on avait une espèce de modélisation très rigide sur les statistiques. On avait par exemple, on avait des modèles linéaires qui ne correspondaient pas vraiment avec le mode de raisonnement des cliniciens, qui est plutôt curvilinéaire, enfin, selon les mathématiques, et qui, là pour le coup, avec les logiques floues qu'on a dans Mycin, fonctionne bien. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on donne des résultats qui sont censés être sûrs et selon un pourcentage, etc., on a plutôt des inférences qui sont plausibles, qui ne sont pas strictement logiques, et qui, du coup, aussi, selon plusieurs erreurs implémentées dans la machine. C'est assez étrange, il a fallu implémenter la machine des erreurs pour qu'on s'approche un peu de la cognition des cliniciens. Et ça, c'est un modèle qui provient des premiers travaux de recherche sur l'IA de Simon, Newell et Shaw, qui avaient développé plusieurs programmes, le Logic Theorist et puis le GPS, c'est General Problem Solver, qui était une machine justement capable de répondre à plusieurs problèmes
à partir justement du traitement symbolique. En gros, ça fonctionne sur le modèle de la machine de Turing et ça donne une réponse. Et là, on l'avait appliqué à la médecine. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement que ces machines qu'on a développées, ces systèmes d'experts-là, en fin de compte, n'ont pas, fonctionnaient bien. Mycin avait des très bons résultats, enfin des résultats statistiques étaient très intéressants. Pour les calculs bayésiens, le problème c'est que quand on changeait de base de données, ça marchait plus du tout. C'est-à-dire que ça marchait que pour un service ou que pour un hôpital défini. Si on reprenait le même, qu'on extrapolait le système avec d'autres données, ça donnait des résultats absolument incohérents. Enfin, il y a plein de problèmes qui émergent là, dans le sens où on voit bien que là, il y a une différence qu'on n'arrive pas à saisir, parce que là, le projet à l'époque était vraiment substituer les médecins. Alors, pour le coup, on revoit le débat de manière inversée, c'est là on avait vraiment l'idée qu'il fallait en finir avec les cliniciens, on avait des machines bien plus puissantes, l'IA allait résoudre tous les problèmes de la médecine, et on se rend compte que ça ne marche pas si bien que ça. Alors, Mycin fonctionnait très bien, apparemment selon les résultats qu'on a dans le bouquin de Short Life, il y a des meilleurs résultats que les meilleurs cliniciens de Stanford. Peut-être qu'ils sont mauvais, je ne sais pas. Donc voilà. Et c'est interne à Stanford, Mais du coup, il y a aussi un problème qui est mentionné quand même, c'est le problème de l'effet boîte noire, on peut retrouver à plein d'égards. Hein. Mais là, il a implémenté du coup Short Life un programme qui permettait d'expliquer tout ce que faisait la machine, parce que comme c'était un système avec des erreurs incluses, donc une logique floue, qui est plausible et non avec des inférences logiques strictes, c'était difficile de la suivre. Et donc, on a la machine, comme c'était à visée aussi pédagogique, les étudiants travaillant avec la machine, elle rendait un résultat et elle expliquait tout le processus qu'elle avait fait. Sauf que la machine récitait ce qu'elle avait fait, mais ne justifiait absolument pas le diagnostic. Et là, du coup, une vraie distinction justement entre une approche d'un clinicien et une approche computationnelle de la machine. Et donc, pour finir rapidement, justement, ce qui est intéressant, c'est ce lien entre, qui, à mon avis, est déjà présent dans l'épistémie computationnelle, entre le sémantique et le syntaxique. Hein. Là, on a un traitement syntaxique, on n'a pas le traitement sémantique, donc l'approche du vécu, de la signification, enfin, du pathologique, qui a été l'objet d'un vrai problème, parce qu'à la fin des années 80, etc., on se distancie quelque part des modèles experts, des systèmes experts, pour tendre davantage vers le traitement de données massives, et puis plutôt les réseaux de neurones, etc., dans la reconnaissance de certaines lésions, etc., ou d'imagerie. On a quelque chose qui va avoir plutôt une visée documentaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce remplacement, cette substitution de la cognition du patient, c'est un vieux rêve qui apparaît dans les années 50, qui se développe jusque dans les années 80, pour qu'on se rende compte tout simplement que ça ne peut pas se faire. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça revient. Donc, justement, ça va se différenciant dans le temps, mais ça se transforme et ça revient sous de différentes formes. Et ce qui, moi, m'a interloqué, c'était justement que là, il y a eu, pendant un moment, entre les années 80, 90 et puis avant les années 2010, vraiment ce développement, vous savez, des big data, enfin, de manière très éloignée. On stocke des données, puis on voit avec des machines ce qu'on peut en tirer, mais ça avait une visée documentaire, hein, c'était l'évidence-based medicine, etc. C'était pas des prises de décision directes comme les systèmes experts le faisaient. On avait là, du coup, de la documentation dans laquelle les médecins pouvaient puiser pour fonder leur jugement. Bon, ça, vous connaissez le big data en médecine, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais je voudrais, du coup, conclure rapidement sur cet aspect-là. Qui me semble central, c'est tout simplement que, voilà, dans cette approche-là, j'ai vraiment fait un résumé assez raccourci de l'épistémie computationnelle, parce qu'il y a plein de ramifications, c'est plus compliqué que ça. Mais l'idée étant qu'il y a un lien indissociable entre la clinique et la méthode numérique dans la discursivité médicale, si on prend comme objet d'étude d'épistémologie historique. Hein, si vous regardez un petit peu comment s'est noué le problème n'existe pas sans la clinique. C'est-à-dire qu'il s'est posé dans ce rapport-là. Et justement, il me semble que le développement des technologies numériques, des intelligences artificielles, des big data, suppose aussi quelque part une transformation, une renaissance, ce qu'on avait développé comme numéro avec multitude, et pas mal de gens de l'Université de Nantes qui ont écrit dans ce numéro. C'est justement
que la clinique, que le numérique et la clinique, dans le temps, se sont transformés et vont se différencier dans le temps, participent en fin de compte d'un même dialogue qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui est encore un problème qui n'est pas résolu, qui sûrement peut-être ne le sera pas, et qui ne peut pas faire on ne peut pas faire l'impasse, si vous voulez, de la question clinique et, quand on approche justement le problème du traitement de données massives. Et me semble-t-il que l'histoire apporte son lot de questions pour questionner le présent selon cet angle-là. Alors je vais finir avec la critique, enfin la question, le problème énoncé par John Searle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est concernant l'intelligence artificielle, où il mettait en évidence justement que bien les machines, si intelligentes soient-elles, n'ont pas d'esprit ou de pensée, et ne pourront jamais en acquérir, tout simplement par le fait qu'elles traitent de manière syntaxique, elles ordonnent, elles déplacent, elles hiérarchisent, elles modulent la position en fait de symboles sans que ces symboles n'aient aucune signification pour elles. Alors ce qu'il dit, il dit en un mot l'esprit, donc l'humain, en plus de sa syntaxe, a une sémantique. La raison pour laquelle un programme d'ordinateur ne sera jamais pareil à un esprit humain est tout simplement que le programme est purement syntaxique, tandis que l'esprit a quelque chose de plus. Et justement, c'est ce quelque chose de plus qui, à mon sens, fait la clinique et fait qu'elle ne peut pas disparaître dans le dispositif technologique qui est appelé à avoir de beaux jours devant lui. Voilà, j'ai fini du coup.